Je m'appelle Gilles Kerlock, je suis auteur de livres, je suis auteur-illustrateur de livres et mes sujets de prédilection depuis toujours sont la nature évidemment et les forêts, les arbres et la faune et la flore. Voilà. Donc c'est le milieu qui m'enchante et qui me permet de découvrir des lieux, de raconter des lieux, de sensibiliser sur des lieux et d'être un petit peu quelque part le porte-parole de certains lieux naturels qui sont soit oubliés ou soit en danger. Voilà. Donc comment j'ai rencontré Chouachki tout simplement par les réseaux sociaux. En fait, je suis assez sensibilisé au Pays Basque et à la nature du Pays Basque. J'ai travaillé sur un livre sur les arbres du Pays Basque, notamment, qui est sorti l'année dernière. Et Chouachki, pourquoi? Parce que le travail de sensibilisation sur les écobuages, en fait, ça m'a touché. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand je parcourais les montagnes basques à la recherche d'arbres, je suis passé sur des pâturages, sur une route, et tout d'un coup je suis arrivé sur une zone où il y avait des grands chênes, des vieux chênes, 150, 200, peut-être 200 ans, complètement calcinés. Et moi ça a été un traumatisme, un vrai traumatisme. Je me suis arrêté, je ne comprenais pas en fait ce qui s'est passé, pourquoi on a brûlé des arbres de cet âge-là sur un bord de route, pourquoi on a brûlé des arbres sur des pentes comme ça, qui ont une valeur essentielle à mon sens au niveau écologie. Et j'ai pas compris. Et en fait, plus je parcourais certaines montagnes du Pays Basque, plus je me suis rendu compte que ces arbres vénérables, ces arbres de centaines d'années, ont été assassinés. Et c'est pas un mot fort, en fait, c'est pas un mot galvaudé quand j'utilise ce mot-là, c'est des arbres qui ont été assassinés, clairement. Et voilà. Et en fait, l'association Chouachki, effectivement, quand j'ai découvert l'association et j'ai vu son combat, ça m'a tout de suite parlé. C'est quelque chose qui me parle, effectivement. Et j'ai donc échangé avec Inofa par les réseaux sociaux. Et voilà, ça me plaît de ce combat. Ce combat me plaît en tout cas, me parle. Et c'est aussi pourquoi je suis là aujourd'hui, parce que j'avais envie de donner ma petite main pour planter des arbres, pour faire revivre des arbres, parce que effectivement un arbre qui meurt, c'est pas possible. Un arbre qui renaît, ça remplacera jamais tous les arbres qui ont été brûlés, certainement, mais c'est un geste fort pour moi en tout cas, voilà, dans ce cas-là. Je trouve, alors je le découvre aujourd'hui, tout ça. Je découvre avec vous, avec l'association, je découvre ce que vous faites. Donc le concret, le terrain, je vois ce que vous faites là aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'important dans le geste, en tout cas, dans le côté message à transmettre aussi, parce que c'est un message. Replanter un arbre, c'est un message. On tue un arbre, on replante un arbre par ailleurs sur un territoire. Je pense que c'est quelque chose de fort. Après, avis personnel, là où effectivement on est chez des particuliers, on est chez des propriétaires, moi de mon côté j'avais imaginé aussi une plantation sur des espaces un peu ensauvagés aussi. Voilà, donc une manière aussi alors c'est très bien effectivement de replanter chez des propriétaires avec une volonté sur l'avenir. En fait c'est une projection sur l'avenir par rapport à ça. Mais je m'étais dit aussi, et pourquoi pas aussi replanter dans la forêt, de manière un peu sauvage aussi, quelque part, de manière, puisque bon, voilà, l'homme utilise l'arbre. Malheureusement, c'est ça, c'est l'homme qui utilise l'arbre aujourd'hui. L'homme l'utilise pour le matériau, l'homme l'utilise aussi pour son bien-être, bien entendu. Donc ça veut dire que l'homme aussi doit contribuer à la préservation, à la pérennité de l'arbre. Et moi je me dis, oui, pourquoi pas repartir à Irati, même si on sait qu'Irati est une forêt de plantation, bien sûr. Pourquoi pas aller sur des zones sauvages, des forêts, il y a des endroits sauvages d'Irati par exemple, ou des herbailles. Et voilà, c'est des endroits aussi où on peut intervenir, pourquoi pas, et replanter, être la continuité, être le geste qui continue. L'homme continue le geste de la plantation. Il y a des arbres qui sont centenaires, mais pourquoi pas dans des endroits sauvages revenir et replanter et contribuer en tout cas à cet ensauvagement. Moi je pense qu'il y a les deux facettes en fait. Il y a le geste de terrain, c'est-à-dire être sur place, redonner vie à des arbres, à des parcelles, pourquoi pas, sensibiliser effectivement sur la jeunesse, ça c'est aussi important je pense à mon avis. Je pense que l'association le fait aussi, elle transmet par ce biais-là. Je pense qu'il y a deux facettes effectivement, il y a le terrain mais il y a aussi la communication et la transmission d'informations. Et comme tu disais, tu parlais des savoirs. Oui, il y a multi-savoir sur la nature. Moi, j'ai pas multi-savoir. Moi, je suis assez un peu dans un entonnoir par rapport à ce que j'aime. Donc, je n'ai pas forcément un regard très large là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que je travaille, moi, mon message, en fait, c'est de transmettre la beauté.
Voilà. On vit dans des territoires de beauté. Et l'idée, quand je transmets un message, ben, c'est de transmettre effectivement, voilà, on est à proximité d'endroits qui nous ressourcent, qui nous soignent, puisque la nature nous soigne, qui nous fait du bien. Et l'homme a ce devoir, à mon sens, de contribuer, de préserver tout ça. Et l'association, je pense, alors je la découvre aujourd'hui, hein, je la découvre, donc je ne peux pas aller très loin là-dedans, hein, dans ce que tu évoquais. Je découvre l'association, mais je pense effectivement que ces doubles facettes de terrain et de communication, de transmission, je pense que c'est le terme plutôt, de transmission, est quelque chose d'excessivement important. Voilà. À la fois pour les gens d'ici d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques ancestrales qui existent, certes, ok, d'accord. Mais pourquoi tout est figé? Alors, je ne vais peut-être même pas me fermer des amis quand je vais dire ça, mais pourquoi figer les choses dans le temps? Pourquoi figer les choses? Tout évolue, il faut réfléchir, il faut repenser certaines choses peut-être. C'est pas parce qu'il y a une tradition, je déteste ce mot tradition, je déteste, bref. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a une tradition qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres méthodes. Voilà. Il y a des traditions qui sont mortifères. Pour moi, ces traditions-là sont l'écobuage est mortifère. Même si, effectivement, ça a un but final, mais pour moi, c'est mortifère. Donc voilà, il y a peut-être des échanges. C'est comme des thématiques diverses et variées. L'ours, le loup, c'est la même chose. Hein. C'est de l'échange, mais de l'échange adulte-adulte. C'est-à-dire qu'on est deux personnes qui parlons d'un sujet. Il n'y a pas un adulte et un enfant, c'est des adultes qui parlent, qui échangent. Il n'y a pas de prise de pouvoir sur quelque chose, il n'y a pas de prise de possession de quelque chose non plus. C'est une intelligence commune. Et moi je crois ça encore. Peut-être que je suis très naïf, mais je crois ça. Voilà. Voilà. Alors en termes d'intelligence, tu as commis un gros pavé sur les arbres d'ici. Oui. C'est pas que pour la beauté. Non. Tu parles aussi du reste, tu parles aussi justement peut-être de tradition, ou en tout cas de l'histoire. Alors je parle de l'histoire, plutôt de l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas forcément la tradition, c'est de l'histoire. L'arbre au Pays Basque a une importance essentielle. Voilà, et surtout dans les territoires agricoles. Voilà. Tu peux faire une présentation justement de tout ce que tu as fait comme travail dans ce livre. Alors, et ce qu'on peut y trouver. Sur ce livre-là, en fait, je voulais un petit peu balayer tous les champs de l'arbre au niveau du Pays Basque. C'est-à-dire que je suis parti sur la partie légendaire, bien entendu, puisque le Pays Basque est un berceau de légende. Donc il y a différents territoires, comme j'évoquais tout à l'heure Irati, les Arbailles. Voilà, c'est des endroits en fait qui sont inaccessibles parfois et qui sont des creusets de légende. Et en fait, l'arbre là-bas, pour moi, est un vecteur de contes et de légendes. Un être qui pousse par exemple aux Arbailles et qui est complètement torturé, on peut imaginer pourquoi les gens des siècles passés ont vu ou imaginé des choses ou ont créé des histoires par rapport à ça, évidemment. Donc les légendes, l'arbre légende, ça c'est important pour moi. Après il y a aussi l'arbre d'ornement, c'est-à-dire qu'on trouve aussi au Pays Basque, sur la côte basque, des arbres d'ornement. C'était aussi un symbole de statut social. Donc l'idée en fait de l'arbre, c'était aussi, on faisait venir un arbre de loin, d'outre-mer parfois, comme un symbole de prestance, d'argent, de pouvoir. Donc on plantait un arbre dans un parc, du côté de Bayonne, le parc Caradoc par exemple. Il y a des arbres qui ont été plantés, qui sont magnifiques, mais qui ne sont pas d'ici, qui ne sont pas des arbres endémiques. Donc c'était l'arbre prestige social. Et donc je me suis intéressé aussi à cette idée-là, de pourquoi les gens qui avaient une certaine stature, avaient besoin de voir de loin, qu'on voyait de loin qu'ils avaient des arbres très hauts et très grands, et très anciens. Et très inhabituels. Et très inhabituels dans le paysage, bien sûr. Et après, je me suis intéressé aussi à l'arbre du quotidien, c'est-à-dire que il y a une tradition qui est en terre basque, mais qu'on retrouve dans d'autres effectivement territoires de France, c'est les trognes, c'est tout ça. Donc il y avait aussi un intérêt, et on a tendance à oublier cette pratique-là, qui revient maintenant quand même, quelque part, et qui avait une nécessité, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de couper les branches de l'arbre et de le laisser vivre, on le préservait, on comptait sur l'avenir, c'est-à-dire qu'on ne tuait pas l'arbre, quelque part, on le projetait sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on prenait ce dont on avait besoin, on le laissait pousser pendant 5-6 ans peut-être, je ne sais plus exactement le temps. On coupait ses branches, on les utilisait, c'était du quotidien, et puis on le laissait repousser.
Et quelque part, ces arbres en fait sont devenus aussi un symbole d'une volonté d'aller plus loin, de préservation aussi. C'est-à-dire que les peuples du passé avaient une intelligence aussi de la préservation, et ce principe de taille en faisait partie. On utilisait ce qu'on avait sous la main et on préservait. J'ai travaillé aussi alors c'est pas le mot tradition, même si c'est quand même lié, sur les jeux de force basque bien sûr, où l'arbre est présent. Donc l'arbre est présent dans la découpe à la scie, l'arbre est présent dans la découpe à la hache. Donc effectivement, l'arbre est aussi très présent là-dedans. Donc j'ai fait un focus aussi sur ces arbres-là qui étaient utilisés dans les confrontations humaines, voilà, dans des jeux de confrontation humaine. Et bien sûr, j'ai parlé du maquila, bien entendu. Comment l'éluder, voilà. Comment cet arbre, ces branches en fait ont été marquées vivantes pour donner la matière première à ces bâtons de marche qui sont décorés, sculptés, qui sont magnifiques. Donc je me suis intéressé à comment effectivement l'arbre vivant a été marqué et comment il est devenu en fait la base d'un bâton de marche qui est le symbole du Pays Basque, voilà, à mon sens. Donc voilà, l'arbre est divers, varié. En terre basque, en fait, l'arbre est vraiment un des symboles, en tout cas, je pense, du territoire. Je n'ai pas travaillé sur l'identification des espèces. On a des espèces effectivement qui sont assez récurrentes, bien sûr, le chêne, le hêtre bien entendu, le châtaignier, voilà, il y a des arbres qu'on retrouve régulièrement. Non, je ne suis pas allé plus loin qu'un constat, voilà, qu'un constat visuel, qu'une approche en tout cas de territoire et d'une approche de l'arbre lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est rien de plus beau qu'un arbre vieux, fissuré, abîmé, qui a perdu ses branches, avec des creux, des trous. C'est un arbre qui a une histoire à raconter toujours. Et là j'ai rencontré un jour un châtaignier qui avait plus de 200, 300 ans peut-être, qui était massif, avec un tronc ouvert. Et bien voilà, c'est les arbres qui parlent avec moi, ceux-là. Ça c'est vraiment les arbres qui parlent avec moi. Ils ont plein d'histoires à raconter. Le hêtre en fait est une espèce, une essence qui est excessivement solide et durable. C'est-à-dire qu'en fait le hêtre est un arbre plastique qui s'adapte en fait à tous les paysages, au support sur lequel il pousse, à l'environnement dans lequel il est. Un hêtre peut pousser sur une montagne et se courber avec le vent. Un hêtre peut pousser avec des hêtres serrés et aller vers la lumière. Un hêtre peut s'adapter sur un support rocheux et développer ses racines pour s'ancrer. Un hêtre peut déformer son tronc pour chercher la lumière. Un hêtre peut se coucher suite à un vent. Et ses pousses, ses branches vont redevenir des troncs. Donc un hêtre en fait est une espèce résiliente. Donc pour moi effectivement cet arbre-là est quand même le symbole de la résilience de l'arbre. C'est un arbre qui semble, qui semble s'adapter à tout finalement, bien qu'il soit fragile bien entendu, mais il semble s'adapter. C'est un arbre qui a une facilité d'adaptation au climat, au terrain, à la proximité d'autres arbres. Et oui, peut-être que c'est cet arbre-là, à mon sens, peut-être que je dis une grosse bêtise, je ne sais pas, mais pour moi, c'est ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu rencontrer, c'est un arbre résilient. C'est un arbre résilient, le hêtre, pour moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des espèces ou des essences, effectivement, qui peuvent protéger d'autres espèces ? Je pense qu'il faut laisser faire la nature, je pense aussi. Je veux dire, la nature est tellement bien faite qu'elle n'a pas besoin de l'homme, finalement. Et elle n'a aucun besoin d'homme. C'est l'homme qui crée le problème. C'est l'homme qui crée le problème, en fait, dans la nature. Une nature il n'existe plus de forêt primaire en Europe. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Et on s'aperçoit que sur Irati, versant espagnol, il y a une zone qui s'appelle l'Izardoa, qui est une zone protégée, où on ne touche pas aux arbres qui sont tombés à terre. On laisse la nature vivre toute seule. Voilà. Et on s'aperçoit que ça marche, ça fonctionne très bien finalement aussi, quoi. Il y a une régulation, il y a une autorégulation. La nature n'a pas besoin de l'homme, jamais. Voilà. Et cette autorégulation se fait naturellement. C'est-à-dire qu'un arbre va pousser, il va prendre de l'ampleur,
Peut-être un autre va pousser à côté, il va aller plus haut, plus loin, chercher la lumière, et peut-être que le premier arbre va se mettre en sommeil, ou va mourir. Voilà, il y a une régulation, c'est-à-dire que les paysages évoluent tout seuls. Voilà. C'est un fonctionnement qui n'a pas besoin de l'homme, finalement. Alors déjà, pour revenir sur le terme beauté, c'est un terme totalement subjectif. C'est un terme qui n'appartient qu'à la personne qui ressent une émotion. Voilà. Donc moi, la beauté que je perçois dans un lieu n'est pas forcément perçue par quelqu'un d'autre. Donc c'est totalement subjectif. Moi, la beauté d'une nature, c'est une beauté ensauvagée. C'est une beauté qui laisse l'âme et l'esprit se vagabonder sur des chemins, sur des formes, sur des couleurs, sur des odeurs, sur des mouvements, sur un souffle de vent qui passe sur la peau. Tout ça, ça fait partie de ce qui me nourrit, moi, quand je suis en forêt, et qui me font, voilà, me fait me ressourcer, en fait, dans ces lieux-là. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question, mais je pense que chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Mais sauf que le monde d'aujourd'hui est tellement, excuse-moi pour le terme, merdique, que les gens se replient sur eux-mêmes. Et s'intéressent uniquement qu'à leur petit univers, mais quand je dis petit univers, c'est vraiment petit univers. C'est-à-dire, c'est le quotidien, c'est la maison, une pièce, voilà. Et on ne va plus vers l'extérieur. Et je crois que ce monde de merde, en fait, a fait que les gens n'ont plus cette capacité à s'extasier sur l'extérieur. Et je pense que quand on retrouve cette âme d'enfant à s'extasier sur l'extérieur, on redevient acteur quelque part d'une vie et d'une nature, et du rôle qu'on a à jouer là-dedans. Et je pense que parfois il faut savoir sortir effectivement de son précaré, et de s'intéresser à ce que la nature nous offre, et aussi d'en devenir l'acteur, quoi, finalement. Et l'association Chouachki, effectivement, vous êtes des acteurs, vous êtes des militants, et c'est très bien, mais je pense que chacun a sa... Enfin, on n'a pas besoin d'être dans une association, je pense, pour être acteur, voilà, quelque part. Et je pense que d'avoir conscience de ce qui se passe aujourd'hui, d'une dégradation irrémédiable, moi j'utilise ce mot-là, malheureusement, parce que je pense que c'est trop tard, mais il n'empêche qu'on peut encore quelque part intervenir sur des micro-territoires, et pas à l'échelle mondiale, puisque c'est totalement impossible, mais je pense que l'idée du micro-territoire est assez essentielle. Et chaque être humain vit dans un micro-territoire. Et je pense qu'au lieu d'aller se disperser par-ci par-là, il faut s'intéresser à ce micro-territoire, le connaître, comprendre comment il fonctionne, le découvrir, le partager, et pourquoi pas un jour, effectivement, essayer d'être l'acteur de ce micro-territoire. Acteur en faisant quoi? Peut-être des petits gestes, se promener, ramasser des déchets par terre. Moi, quand je pars en forêt, j'ai toujours un sac poubelle avec moi. Je l'ai systématiquement dans mon sac à dos. Ça peut paraître complètement anecdotique et anodin. Peut-être que 3 jours après, il y aura 3 fois plus de déchets de là où je suis passé, voilà, mais peu importe. Ce geste-là, c'est la part du colibri, ce qu'on appelle la part du colibri. Et pour moi, elle me paraît essentielle. Alors peut-être que je suis un peu rêveur quand je dis ça, mais elle me paraît essentielle. Et donc ces tout petits gestes du quotidien, je pense que tout le monde peut les faire. Et ça permettra peut-être d'accompagner et d'aider ces micro-territoires, en tout cas sur une période un peu plus longue. Voilà. Alors je ne peux pas forcément parler des terres basques, parce que je ne les connais pas forcément, mais moi, sur mes territoires à moi, les Landes donc du coup, oui, il y a des gens qui sont isolés, oui, il y a des gens qui ont des savoirs. Il y a des gens certainement qui ont beaucoup de choses à partager. Et je pense que d'abord, dans un premier temps, c'est l'identification de ces personnes-là. C'est des ressources, c'est des gens ressources, et ça c'est super important, des gens ressources. Et déjà, si on arrive à les identifier et leur permettre effectivement d'avoir un rôle aussi à jouer, je pense qu'il y a on parlait de transmission tout à l'heure, mais ça aussi c'est la transmission humaine. Il y a beaucoup de personnes qui ont des savoirs qui vont disparaître avec eux. Et malheureusement, on parlait de ce monde moderne qui obture un petit peu l'extérieur, et on oublie effectivement qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ont des savoirs, qui ont des gestes, des messages à transmettre, voilà, et qui vont partir avec. Et je pense que oui, le rôle associatif est ça aussi, c'est une manière effectivement de rassembler, mais aussi de s'intéresser à l'autre. Et
et l'association est bien sûr le symbolisme du rassemblement. Donc oui, ça fait partie aussi peut-être de... Voilà, il y a des gestes, comme j'ai dit tout à l'heure, individuels. Il y a le geste individuel du quotidien, mais il y a aussi le geste du groupe humain qui a des mêmes valeurs, qui transporte les mêmes valeurs, qui transporte les mêmes envies et les mêmes regards sur l'avenir. Et ça aussi, c'est aussi un outil pour tenter, hein, je suis encore une fois très pessimiste dans mes mots, mais tenter effectivement de prolonger encore une nature qui disparaît. Le collectif est toujours important. Je pense que le collectif est une dynamique, quelque part aussi. Alors oui, geste seul, faire les choses seul, mais l'émulation est aussi un élément important dans cet accompagnement de la nature. Donc oui, bien sûr, c'est des regroupements, des retrouvailles pour ceux qui se connaissent, des découvertes pour ceux qui ne connaissent pas encore, comme moi. Donc oui, c'est des choses importantes, c'est une ouverture aussi, c'est l'ouverture vers l'autre. Et ça contribue, en tout cas, voilà. Donc, je pense que ça y contribue, en tout cas. Oh, spoiler, le livre sur les arbres du Pays Basque était le premier volume d'une série. Le deuxième tome va paraître là, c'est sur les arbres des Landes, donc la forêt des Landes, donc de manière un peu plus large, donc tout ce qui est faune, flore, environnement, essence et autres. Et un troisième tome va sortir certainement à la fin de l'année, qui est consacré aux arbres remarquables et aux forêts de Biarn. Donc là, voilà, l'éditeur a fait le choix de définir 2 territoires culturels. Donc il y avait le livre des arbres du Pays Basque et il y a le livre du Béarn. Voilà. Donc ça, cette trilogie de livres voilà, est en cours de publication. Et aujourd'hui, au-delà de l'arbre, je travaille toujours sur la nature. C'est quelque chose pour moi qui me porte. Donc ça sera toujours... c'est ma manière à moi de sensibiliser, hein, de raconter, d'écrire sur la nature. J'ai envie de parler de l'eau, qui est un sujet essentiel. Et aujourd'hui, comme je suis plongeur en plus, donc je vais essayer de révéler aux gens ce qu'il y a sous leurs eaux. Alors sous leurs eaux, c'est leur proximité aussi. De raconter aussi leur plan d'eau, leur étang, leur rivière, voilà. Mais avec un regard subaquatique. Parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi sous l'eau. Et on a un regard toujours extérieur, de surface, et on ne sait jamais ce qui se passe sous l'eau. Donc je vais essayer quelque part de raconter un petit peu cette histoire subaquatique, voilà, sous l'eau, sous les eaux. Qu'est-ce qui se passe ?